Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le thème d'aujourd'hui va porter sur le design des études, autrement dit les différents types d'études en épidémiologie. Lors du module intitulé Comment rédiger un protocole de recherche, au niveau du chapitre méthodologie, j'ai dit qu'il y avait 9 sous-parties, dont la première c'est la typologie d'études. Eh bien, c'est maintenant que je vais développer cette partie afin que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit lorsqu'on parle des différents types d'études. Donc, en introduction à ce module intitulé Design des études, je vais commencer par faire une technique de persuasion en présentant une image de Einstein. Eh bien, ceci juste pour dire que faisons une utilisation de notre cerveau avant que notre cerveau ne nous utilise. J'utiliserai aussi une image de Usain Bolt, le recordman au 100 mètres, en train de jubiler sur l'image qui est en haut et en plein effort au niveau de l'image qui est en bas. Ceci pour dire que pour arriver au sommet, eh bien, il faut faire des efforts. En introduction, je dirais que dans ce cours, je vais vous présenter les différents types d'études en épidémiologie. Et pour chaque étude, je parlerai des indicateurs que l'on calcule selon le type d'étude. Et je parlerai en un troisième point des avantages et des inconvénients de chaque méthode. S'il faut dire un mot, il faut dire que le design est un élément fondamental dans le cadre de la rédaction d'un protocole de recherche. Car à chaque question de recherche correspond une méthode spécifique permettant de répondre à la question. En plus de cela, je dirais qu'un mauvais protocole n'est pas éthique. Autrement dit, si vous avez une question scientifique qui est bien posée et que l'approche méthodologique que vous proposez ne permet pas de répondre à la question, eh bien, sachez que vous faites fausse route et les données ne seront pas des données publiables. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs types de classification. La classification la plus courante, c'est les études qualitatives et les études quantitatives. Les études qualitatives sont les études qui étudient le comportement et la motivation d'un groupe restreint d'individus. C'est par exemple les études CAP pour connaissance, aptitude, pratique. Ce sont les études de perception. Ces études utilisent le plus souvent des questionnaires et ces questionnaires peuvent être ouverts ou structurés. Ces études utilisent aussi deux fois des interviews. Et ces interviews peuvent être des interviews individuelles ou bien des interviews d'un groupe. C'est ce qu'on appelle les focus group. Eh bien, c'est surtout les sciences sociales, la sociologie, la psychologie qui utilisent ces approches. La deuxième catégorie, ce sont les études quantitatives. Quant à elles, elles collectent des données numériques qu'elles vont analyser, qu'elles vont interpréter et qu'elles vont publier. Ces données vont permettre de décrire ou d'analyser l'état de santé d'un groupe. Pour ce qui est de notre cas, à partir de cet instant, on ne parlera que des études quantitatives. Il faut dire qu'il existe trois types d'études en épidémiologie. Les études descriptives, qui cherchent à décrire l'état de santé d'une population. Les études analytiques, qui cherchent à comprendre le lien entre un facteur de risque et une maladie. C'est ce qu'on appelle les études de causalité ou bien les études étiologiques. Et enfin, les études évaluatives qui permettent d'étudier l'efficacité d'un outil, d'un médicament, d'un vaccin ou d'une intervention communautaire. Quand je parle d'intervention communautaire, c'est par exemple lorsqu'on fait une distribution massive de moustiquaires au sein d'une communauté. C'est lorsqu'on fait une chimie-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois au sein d'une communauté. C'est lorsqu'on fait, par exemple, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes au sein d'une communauté. Donc, si au cours de l'étude, vous constatez que
l'objectif de l'étude, c'est de décrire l'état de santé de la population. Donc, vous faites une étude descriptive. Si l'objectif, c'est de comprendre les déterminants ou les facteurs de risque, dans ce cas, vous avez une étude analytique. Et lorsque l'objectif, c'est d'évaluer une intervention ou son efficacité, eh bien, il s'agit d'une étude interventionnelle ou une étude évaluative. Donc, à partir d'ici, vous voyez déjà, dès l'utilisation d'un verbe dans un objectif, cela donne assez d'informations sur le type d'étude à faire. Il faut dire que les deux premières études, à savoir les études descriptives et les études analytiques, n'entraînent pas une modification de la prise en charge des patients. Autrement dit, on n'administre pas de médicaments dans ces deux types. On se contente d'observer. Donc c'est pour cela qu'on dit que ce sont des études observationnelles. Quant à la troisième, autrement dit les études évaluatives, on modifie la prise en charge des patients. Donc il s'agit des études interventionnelles ou des études non observationnelles qu'on appelle aussi des études expérimentales. Donc à partir de ce point, donc vous voyez bien que les études descriptives et les études analytiques sont dites études observationnelles parce qu'il n'y a pas de modification de la prise en charge. Et les études évaluatives sont dites des études interventionnelles parce qu'on est obligé d'administrer un médicament ou bien d'intervenir au sein de la communauté. Maintenant, au sein de ces trois catégories d'études, on va détailler un peu plus. Donc, dans les études descriptives, il y a les études transversales et les études longitudinales. Et dans les études analytiques, il y a les études de cohorte et les études catémoines. Et puis, dans les études évaluatives, il y a les essais cliniques et les études d'impact en santé publique. Donc, voilà maintenant les 6 catégories d'études en épidémiologie. À présent, on va les prendre une à une et on va essayer de les développer, de donner un exemple, de montrer les indicateurs qui sont calculés et surtout de montrer les avantages et les inconvénients de chaque étude. La première étude, tout naturellement, c'est dans le cas des études, des études descriptives, c'est l'étude transversale. Une étude transversale, c'est une image à un temps T de l'état de santé d'une population. Cette étude, elle peut être unique, autrement dit, elle est faite à un temps T, mais elle peut être aussi répétée dans le temps. À un temps T1, T2, T3. Je donne un exemple. Si on me demande aujourd'hui de calculer la prévalence de l'infection à VIH à Niamey en 2024, je vais venir prélever des échantillons de sang, aller faire mon test, qui est un test Virunostica ou une technique d'ELISA, et je vais obtenir cette prévalence à un temps T. Donc c'est une étude transversale unique. Si par contre on me demande la prévalence de l'infection à Plasmodium falciparum pendant la saison des pluies, pendant la saison froide et pendant la saison sèche, je vais venir à un temps T1, T2, T3 pour faire des prélèvements différents et aller faire les tests pour avoir la prévalence pendant la saison pluvieuse, pendant la saison froide et pendant la saison sèche. Donc il s'agit d'une étude transversale répétée dans le temps. Les indicateurs qui sont calculés dans le cas des études transversales sont 1. C'est la prévalence et 2. C'est la distribution de la prévalence. Autrement dit, la répartition de cette prévalence selon le sexe, selon l'âge, selon le lieu et selon tant d'autres facteurs lorsqu'on veut faire un croisement. La deuxième catégorie d'études qui se trouve dans la catégorie des études descriptives, c'est ce qu'on appelle les études longitudinales ou une série de cas. Il s'agit d'une description de série de cas comparables, mais sans pour autant qu'il y ait une comparaison avec un groupe témoin. Autrement dit, tous les cas sont comparables entre eux, mais le groupe n'est pas comparé à un autre. Supposons que nous sommes en train de décrire la pandémie de la COVID-19 de 2019 à 2022.
on va avoir des cas de COVID-19, donc ce sont des cas comparables entre eux, et on peut calculer l'incidence de la maladie à une période au sein d'une population bien déterminée. Donc, le principal indicateur calculé dans le cadre des études longitudinales, c'est l'incidence. Je peux donner un exemple. S'il y a une épidémie de choléra, par exemple à Tillabéri, qui a duré 2 mois, donc tous les cas sont des cas de choléra, donc c'est une série de cas. Donc sur la période de l'épidémie, on peut calculer l'incidence. La deuxième catégorie d'études, c'est ce qu'on appelle les études analytiques. Et dans les études analytiques, il y a les suivis de cohortes et les études cas témoins. Dans le cadre des suivis de cohorte ou dans le cadre d'une étude de cohorte, les sujets sont sélectionnés selon qu'ils soient exposés et non exposés aux facteurs de risque. Je donne un exemple. Supposons que on pense que la contraception est un facteur de risque du cancer du sein. Si nous décidons de faire une étude de cohorte pour essayer de voir si réellement la contraception est un facteur de risque du cancer du sein, on va faire une étude de cohorte. Dans cette cohorte, il y a certains qui sont exposés à la contraception, autrement dit, c'est un groupe de femmes qui reçoivent la contraception, et il y a des femmes qui ne sont pas exposées à la contraception. On va les suivre le plus souvent de façon prospective vers l'avenir. À un moment, on va calculer la prévalence du cancer du sein dans le groupe de femmes qui prennent la contraception et la prévalence du cancer du sein dans le groupe des femmes qui ne reçoivent pas la contraception. Cette cohorte, elle peut être fermée. Autrement dit, si on décide au début que c'est 100 femmes qui vont être suivies, une fois qu'on a les 100 femmes, aucune autre femme ne peut rentrer dans la cohorte. On dit que la cohorte est fermée. Si par contre on décide de permettre à chaque fois qu'une femme donne son consentement d'intégrer l'étude, on dit qu'on a une cohorte qui est ouverte. À la fin de l'étude, on calcule un indicateur qui est le risque relatif, qui est la prévalence dans le groupe des exposés divisé par la prévalence dans le groupe des non exposés. Tout risque relatif doit être accompagné par un intervalle de confiance à 95%. On peut faire un tableau de contingence pour calculer le risque relatif. Et bien, s'il faut parler des inconvénients et des avantages du suivi de cohorte, il faut dire que c'est une méthode d'étude qui est adaptée à des facteurs de risque rares. Il y a aussi la possibilité d'étudier plusieurs maladies, mais le grand inconvénient, c'est que comme c'est une étude qui prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de perdus de vue. Il faudrait aussi une taille d'échantillon beaucoup plus importante. Et ce sont des études qui sont coûteuses et qui sont relativement longues. Il y a des suivis de cohortes qui ont duré 50 ans, 100 ans. Donc, ce qui fait que c'est plusieurs générations de chercheurs qui ont fait l'étude. La deuxième catégorie, dans le cas des études analytiques, c'est ce qu'on appelle les études cas témoins. Les études cas témoins, ce sont des études de deux groupes qui sont appariés. L'un, c'est un groupe qui est malade et l'autre, c'est un groupe qui n'est pas malade qu'on appelle le groupe témoin. Le plus souvent, dans le cas de cet appariement, on fait un cas pour deux témoins. La sélection des sujets se fait selon l'apparition de la maladie. Si la maladie apparaît, ce sont les cas. Lorsque la maladie n'apparaît pas, ce sont les témoins. Et cette fois-ci, plutôt que de faire un suivi prospectif, on va faire un suivi rétrospectif pour analyser les facteurs de risque. Et on va calculer un indicateur qui est l'ordre ratio qui permet de voir ce qui s'est réellement passé. Donc, supposons que nous sommes à un temps T avec l'axe des temps et que nous sommes, par exemple, dans un centre de cancérologie. On veut analyser est-ce que la cigarette est un facteur de risque du cancer des poumons. Donc, c'est plus facile d'obtenir les cas. Donc, à chaque cas, on va essayer d'apparier un témoin ou deux témoins qui sont relativement appariés en termes d'âge, en termes d'environnement, en termes de
de caractéristiques socio-démographiques, le sexe. Et on va maintenant leur poser des questions pour essayer de voir est-ce que de par le passé, ils fumaient. Et ces questions vont être posées aussi bien à ceux qui ont la maladie qu'à ceux qui n'ont pas la maladie. Et on va calculer l'odd ratio. L'odd ratio, ce n'est que la prévalence de l'événement dans le groupe de témoins divisé par 1 moins la prévalence dans le groupe de témoins divisé par la prévalence dans le groupe de cas rapporté à 1 moins la prévalence dans le groupe de cas. Si la borne inférieure de l'intervalle de confiance de l'odd ratio est supérieure à 1, c'est un facteur de risque. Et si la borne supérieure de l'intervalle de confiance est inférieure à 1, c'est un facteur protecteur. On peut aussi faire un tableau de contingence et puis calculer cet indicateur. Dans le cadre des études cas témoins, il faut dire que ce sont des études qui ont un niveau de PrEP beaucoup plus élevé, qui sont adaptées à des maladies rares, mais par contre, le principal inconvénient, c'est ce qu'on appelle les biais de mémoire, parce que les gens peuvent ne pas se rappeler des facteurs de risque auxquels ils sont exposés. L'autre problème majeur aussi qui apparaît, c'est le biais de sélection entre les cas et les témoins. Si vous commettez des erreurs dans la sélection de vos deux groupes, vous pouvez apporter un biais. Après cela, je vais parler des essais cliniques. Ça rentre dans le cadre des études évaluatives ou études expérimentales. Donc, ce sont des études non observationnelles où on est obligé cette fois-ci d'administrer le médicament dont on évalue l'efficacité ou le vaccin dont on évalue l'efficacité ou l'intervention en santé publique dont on évalue l'efficacité. Le gold standard est l'essai clinique contrôlé randomisé. Pourquoi on dit qu'il est contrôlé? Il est contrôlé parce que le groupe recevant le médicament est comparé à un groupe ne recevant pas le médicament. On parle de randomisation aussi parce que les sujets inclus sont repartis de façon aléatoire. Donc, il s'est tiré au hasard. Dans le cadre des études d'intervention ou les études d'impact en santé publique, par exemple une distribution massive de moustiquaires, une distribution massive d'azithromycine, une chimioprévention du paludisme saisonnier, il y a deux approches. On peut faire des études avant et après l'intervention, autrement dit comparer les indicateurs avant la distribution de l'intervention au sein de la communauté et on va essayer de comparer les indicateurs après la distribution. Avant la CPS, après la CPS. La morbidité, la mortalité, la charge parasitaire, la splénomégalie avant la distribution de la CPS. Et puis après la distribution, la morbidité, la mortalité, les cas graves, les hospitalisations, la charge parasitaire. On peut faire aussi une situation ici et ailleurs. Autrement dit, on prend deux villages qui ont des situations comparables. On met l'intervention au niveau d'un village et on ne met pas l'intervention au niveau de l'autre. Et puis on calcule, on observe, on évalue les mêmes indicateurs. Et si au niveau du site où on a mis l'intervention, on constate que les indicateurs baissent, oui, on va conclure que l'intervention a un impact en santé publique. Donc, en résumé, il faut dire que dans le cas des essais cliniques, la randomisation permet d'obtenir deux groupes comparables. Si on observe une différence entre les deux groupes à la fin de l'étude, elle pourrait être imputée au seul effet du traitement. Par contre, dans le cadre des essais cliniques, on perd beaucoup de patients qu'on ne peut pas inclure parce qu'ils ont des comorbidités. Ce qui fait qu'on est obligé de recruter, d'examiner beaucoup de patients avant d'obtenir la taille d'échantillon. D'autre part aussi, ce sont des études qui sont très coûteuses, relativement longues. C'est par exemple l'ensemble des études que nous avons réalisées dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité des antipaludiques, telles que l'artémétar, le méphantrine, l'artésunate amodiaquine, la dihydroartémisine piperakine, qui ont été réalisées au Niger. Donc, ces études se font le plus souvent chez les patients. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des études qui sont réalisées sur les documents préexistants, sur les publications. C'est ce qu'on appelle les études documentaires. Il faudrait aussi casser un mythe. En fait, les études qui sont réalisées
sur les documents sont deux fois beaucoup plus importants que les études qui sont réalisées sur les patients. C'est la revue systématique de la littérature et la méta-analyse. Pour la simple raison que le plus souvent ces études sont multicentriques et elles sont faites par des équipes différentes et sur des tailles d'échantillons qui sont beaucoup plus importantes. Ce qui fait que ces études sont plus puissantes que les études individuelles qui se font sur les patients. La revue systématique de la littérature est une recherche exhaustive et la synthèse critique de toutes les études répondant à une question. Supposons qu'on me demande de faire la revue de la littérature sur l'efficacité de l'artéméter lumefantrine dans les états de l'AES. Donc je vais collecter toutes les études qui ont été publiées au Mali, au Burkina, au Niger. Je vais les comparer, voir si elles peuvent intégrer dans l'analyse parce que les approches méthodologiques sont comparables. Et puis, je vais faire une évaluation de la qualité des méthodes utilisées et la synthèse des résultats. Quant à la méta-analyse, elle n'est ni plus ni moins qu'une analyse secondaire des données primaires. Autrement dit, je vais collecter plusieurs études, je vais contacter les auteurs, je vais leur demander de me donner leur base de données parce que j'aimerais faire une méta-analyse. S'ils acceptent, je vais faire une deuxième base de données en compilant toutes ces données et je vais faire une autre analyse statistique des données. Donc la méta-analyse, c'est une analyse statistique des données quantitatives si les données de la revue sont assez similaires. Il faut dire que ces deux méthodes, à savoir la revue de la littérature et la méta-analyse, augmentent le nombre de patients et donc la puissance statistique. Par contre, la principale limite, ce sont les biais de publication, car le plus souvent dans les publications, les résultats d'études négatives sont moins publiés, ce qui fait qu'on a tendance à mettre beaucoup plus les études qui ont des données et des résultats positifs. Il y a aussi une hétérogénéité trop importante entre les études, ce qui peut constituer aussi des fois des inconvénients. Donc voilà, en résumé, je dirais que en ce qui concerne les différents types d'études en épidémiologie, il y a les études qu'on appelle les études observationnelles où on n'administre pas des médicaments, on se contente d'observer. Ce sont les études observationnelles. Et puis il y a les études expérimentales qui sont des études non observationnelles où on est obligé d'administrer soit un médicament, soit un vaccin, soit une intervention en santé publique. Dans les études observationnelles, il y a les études descriptives qui permettent de calculer la fréquence et la distribution, et puis les études analytiques qu'on appelle les études de causalité qui analysent les facteurs de risque ou bien les facteurs pronostiques. Dans les études descriptives, il y a les études transversales et les études longitudinales. Et dans les études analytiques, il y a les études quatrièmes et les études de cohorte. En ce qui concerne les études expérimentales, ce sont les études diagnostiques pour évaluer l'efficacité d'un outil, par exemple un TDR. Les essais cliniques pour voir l'efficacité et la tolérance des médicaments et d'un vaccin, et puis les interventions en santé publique. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre du design des études. On se donne rendez-vous à la formation prochaine qui portera très probablement sur la technique d'échantillonnage. Sur ce, je vous demande de liker, de nous soutenir. C'est votre chaîne, c'est votre communauté. De partager avec les confrères, les jeunes, les masterants, les thésards, les doctorants, les jeunes chercheurs, mais aussi de vous abonner afin de recevoir automatiquement nos présentations sans pour autant que nous fassions des efforts de partage. Sur ce, je vous remercie et je vous dis passez un bon moment et à la prochaine.